Merci à tous. Première causerie de l'année. On commence avec un sujet, je pense, qui intéresse plein de gens. Comment automatiser les fromageries artisanales en préservant leur identité. On a toujours peur de perdre notre identité quand on veut devenir plus efficace, mais je suis certaine qu'on va avoir des belles solutions cet après-midi. Donc, merci à Amélie et Adam de nous faire cette présentation-là cet après-midi. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est notre première causerie de l'année. On recommence l'année après un été de repos. Donc, on espère d'avoir trouvé des sujets qui vont intéresser là, le plus de monde possible. Donc, on va donner, Amélie, si tu veux changer la diapo, on va donner les petites consignes de début de causerie, les consignes habituelles, en fait. Donc, pendant la présentation de Adam et Amélie, si possible, de vous mettre en mute et potentiellement masquer votre caméra. On apprécie les questions. Aux périodes de questions, on va avoir deux périodes de questions cette fois-ci. On va faire deux blocs. Et puis, si vous pouvez intervenir directement ou en levant la main pendant la période de questions, si possible. Utilisez le chat pour poser les questions. Si vous utilisez le chat, je vais faire l'intervention à votre place, mais si vous voulez intervenir directement, ça nous fait plaisir. Donc, je crois que c'est pas mal ça pour les petites consignes de départ. Je vais présenter nos conférenciers de cet après-midi. Donc, Adam travaille chez Fromagex depuis 6 ans, actuellement en tant que directeur des ventes depuis 2 ans. Il va couvrir le Canada et les États-Unis. Et puis, il a été auparavant 4 ans responsable des ventes sur l'Est du Canada et l'Est des États-Unis. Actuellement, Adam travaille beaucoup au niveau sur les sites aussi. Il peut vous aider au niveau de volets d'amélioration de rendement sur vos sites. Donc, Adam va nous faire présenter un peu Fromagex et les activités de Fromagex. Par la suite, pardon, Amélie va nous présenter le sujet qui est le sujet du jour. Amélie est maintenant depuis 4 ans chez Fromagex. Elle a travaillé 2 ans comme responsable de projet et maintenant 2 ans comme directrice de projet. Auparavant, elle a travaillé 5 ans chez Marine Fresh Cheese comme directrice des opérations. Et auparavant, elle a travaillé 9 ans chez Saventia comme responsable de production. Donc, Amélie, elle a quand même un bon bagage d'expérience pratique qu'elle va nous partager cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à nos conférenciers. Puis, on espère que vous serez ravis de cette conférence. Donc, Adam, à toi la parole. Merci Maryse, merci à tous pour votre présence. Je vais vous présenter un petit peu Fromagex avant de laisser la parole à notre experte Amélie. Fromagex, une entreprise familiale, près de 40 employés maintenant, plus de 22 ans d'expérience dans la distribution d'ingrédients et d'équipements pour les fromageries, autant artisanales qu'industrielles. Maintenant, 3 entrepôts au Canada, aux États-Unis, partenaire avec plus de 500 clients présentement en Amérique du Nord, compagnie axée sur la qualité et la performance. Notre offre de produits est quand même assez vaste. On est très présent au niveau des cultures et coagulants. Donc, les enzymes bioprotection, culture d'acidification. On a aussi une vaste offre de moules, autant microperforés en inox que des moules pour les blocs-notes pour les pâtes molles. Des équipements aussi de toutes sortes. Vous allez pouvoir en voir un petit peu durant la présentation aujourd'hui. Des emballages au niveau des papiers d'emballage et autres produits d'emballage comme ça. On a plusieurs partenaires un petit peu partout en Europe qui travaillent étroitement avec Fromagex, Amcor pour les papiers d'emballage, Hanson pour les cultures et les enzymes, on a Bousky pour les moules. On va parler un petit peu de Technical aujourd'hui et toute la vaste gamme d'équipements qu'ils ont, Cérem Socorem pour les machines emballées des pâtes molles.
et plusieurs autres aussi qui travaillent étroitement avec nous là, pour aider nos clients. Je vais laisser la parole maintenant à Amélie pour continuer la présentation. Merci encore. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment automatiser des fromageries artisanales. Mais je vais d'abord commencer par vous présenter pour moi et pour Fromagex ce que représente une fromagerie artisanale. Une fromagerie artisanale, c'est une fromagerie qui va faire des petites productions avec beaucoup de travail manuel. Mais dans une fromagerie artisanale, on veut préserver la tradition et le savoir-faire des fromages. En général, les fromages nécessitent un affinage et développent des saveurs complexes et nous donnent des fromages qui ont une identité unique. Un fromage artisanal ne va pas, entre deux fromageries artisanales qui vont faire du cheddar, par exemple, le goût sera pas forcément exactement le même, puisque c'est l'avantage de l'artisanal, c'est qu'on va pouvoir travailler des profils un peu différents sur des petits batchs. Donc, une fois qu'on a défini la fromagerie artisanale, c'est quoi les forces et les faiblesses d'une fromagerie artisanale? Il y a des forces très importantes, c'est la flexibilité. La fromagerie artisanale, souvent, va être capable de fabriquer des petits fromages, des gros fromages, des croûtes lavées, des croûtes fleuries. Donc, beaucoup de flexibilité derrière qu'on va vouloir garder. Une identité de fromage spécifique qui est très, très importante et qui est la clé de la fromagerie. Mais en contrepartie, on va avoir des faiblesses qui vont être gestion des pertes. Souvent, les pertes sont beaucoup plus élevées que ce qu'on trouvera dans les grosses usines industrielles. Une place limitée. En général, quand je vais dans une fromagerie artisanale, on me dit, il n'y a pas de place. Il faut quelque chose, il n'y a pas de place, il faut que ça tienne dans l'espace que j'ai. Une efficacité qui est souvent pas forcément très performante, beaucoup de travail manuel, beaucoup de transferts manuels, de cahiers, de lait, etc. Et une capacité d'investissement qui est aussi souvent limitée. En opportunité, on va avoir une adaptabilité, une réactivité. On a parlé du Covid. Honnêtement, pendant le Covid, on a vu que les fromageries artisanales se sont beaucoup plus facilement adaptées, répondues, ont réagi, tandis que quand on discutait avec les grosses usines de fromage qui faisaient du bloc, ils étaient coincés avec leurs produits. Donc, voilà, le marché change, la fromagerie artisanale va pouvoir s'adapter et réagir. Les menaces, c'est actuellement manque de main-d'œuvre. On a ça partout en Amérique du Nord. Recruter, c'est difficile. On a souvent des difficultés à garder une qualité, une constance du produit. On est beaucoup plus influencé par des éléments extérieurs. De plus en plus, la distribution demande que les poids soient fixes dans les fromages. Donc, on peut plus vendre au poids, mais la portion de fromage vendu doit être à poids fixe. Si on n'est pas capable de gérer les poids fixes, on va partir dans des pertes plus importantes de produits parce qu'on sera obligé de mettre du surpoids. Et puis, une augmentation des coûts générales partout dans le monde, c'est une problématique actuelle assez forte. Donc, basé sur cette gestion, ce SWOT, nous, notre position chez Fromagex, c'est de dire que les artisans fromagers peuvent utiliser l'automatisation pour produire et créer des fromages extraordinaires tout en restant compétitifs. On ne veut pas changer le fromage, mais on veut aider le fromager à être plus compétitif. Pour cela, on se focalise sur 2 points clés, qui va être la main-d'œuvre, avoir la possibilité de produire plus avec la même équipe, réduire la difficulté du travail, et qui dit travail plus facile, dit que c'est plus facile de retenir les employés, c'est plus facile d'avoir le pool d'embauche est plus importante. On peut mettre des femmes, on peut mettre des hommes, on peut mettre des petits, des grands, donc on va avoir plus facilement de l'embauche et puis on va plus facilement les retenir. L'autre focus, c'est le fromage. Régularité et qualité, c'est clé. On va se centrer sur les étapes clés de la fromagerie. On veut que le savoir-faire et la main-d'œuvre soient sur les étapes clés de la fromagerie. Le fromage est compliqué et les étapes clés, c'est le travail en cuve, c'est au moment du moulage, c'est en affinage. C'est pas au moment du pressage, c'est pas au moment du démoulage.
Et puis après, sur l'optimisation du rendement et de la qualité du fromage. Donc pour cela, la solution je suis désolée pour le bruit derrière, la solution qu'on développe, c'est toujours raisonner en taille de vat. On va toujours préférer travailler sur des plus petits vats plutôt que des gros vats. Flexibilité, c'est plus facile de faire 2-3 types de fromage dans la même journée. Adapté à la vitesse de production, on veut doser un vat dans les 20-30 minutes. Quand il y a 10 000 litres à doser, c'est beaucoup plus difficile que quand on est sur du 2000 litres. Et puis, investissement limité, c'est pareil. Si on a un vat qui fait 10 000 litres, il va falloir des moules pour 10 000 litres, il va falloir des presses pour 10 000 litres, tandis que si on a un vat qui fait 2000 litres, on va pouvoir utiliser moins de moules, moins de presses, moins de surface au sol. Et je vais vous montrer comment. On veut des équipements évolutifs, empreinte au sol optimisée, on n'a pas de place, flexible pour différents types de formats, précis, ergonomique et automatisé. C'est clé, on veut garder la qualité constante. Et puis, on va aller sur de l'automatisation qui va nous donner le contrôle, la régularité et qui va nous permettre de limiter la main-d'œuvre. Donc ça, c'est la théorie. La théorie, c'est toujours chouette. Maintenant, il faut souvent voir comment ça se passe en pratique. Et on a la chance que notre fournisseur qui est Technical, donc qui est un équipementier de pâtes spécialisé dans la pâte pressée basé en Espagne, depuis plus de 25 ans, fait des lignes sur mesure pour les différentes fromageries de toutes les tailles. Et ils ont fait une fromagerie chez un producteur de fromage de chèvre. On parle d'un fromage de chèvre biologique, fermier, en Espagne. Donc, haute valeur ajoutée, mais le lait coûte très très cher. Et fermier, donc il n'utilise que le lait de son exploitation laitière. On est bien sur le petit artisan fromager. Son process, donc, il utilise un lait de chèvre biologique, de production fermière. Il a une pasteurisation en ligne à plaque de 3000 litres par heure, avec des vattes de 3000 litres. Son rendement est de 14%, donc c'est litres pour 1 kilo. Et il fabrique 3 types de fromage. Une tome, donc fromage rond, de 0,5 kg, une tome de 3 kg et une barre rectangulaire de 2 kg. Donc on est, une fois de plus, on a besoin de flexibilité, différents grammages, différents formats. Son temps de pressage était overnight, donc durant toute la nuit. Il moulait en journée, il pressait. Le lendemain matin, il démoulait tout, il lavait et il repartait en production. 15 personnes pour faire le travail. Donc ça, c'était quand Technica est arrivé dans l'usine, c'est ce qu'il faisait avec le process. Donc, un vat, une cuve ouverte, ronde. On va regarder un peu plus en détail. Une table d'égouttage, des moules en plastique avec des cotons à fromage, des presses horizontales avec plusieurs moules par cylindre, et puis tout un affinage en cave aussi. Pourquoi il l'appelait Technical? Parce que il n'arrivait pas à être rentable avec le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre augmentait, il gagnait rien. Vente à poids fixe, il devait vendre à poids fixe, il avait beaucoup de pertes et ses fromages étaient assez irréguliers. Donc il se retrouvait dans une impasse pour pouvoir continuer à produire. Donc ça, c'est sa ligne de production avant que Technical intervienne. Donc comme je vous disais, des cuves ouvertes, rectangulaires, donc où était préchauffé le lait, l'addition de culture, l'addition de coagulants, découpe du caillé avec le tranche-caillé traditionnel, agitation, et après table de drainage où il venait pré-égoutter le caillé et puis après manuellement mouler un moule par un moule dans les moules et dans les cotons à fromage. La presse, on voit la presse à l'arrière où il venait placer le fromage et saumurage après pressage, saumurage en bac et en cave. Ils frottent les fromages, croûte lavée. Ils en ont certains avec des herbes autour, d'autres qui n'ont pas de croûte, donc ça sera juste une étape de séchage. Donc ça, c'était avant.
Donc, la nouvelle ligne qui a été installée, vous voyez la photo ici, est une ligne toute automatisée avec la cuve, la tour de moulage, un système pour placer le couvercle au moule, et puis on va les voir derrière. Mais déjà, vous avez un peu une idée de la dimension de la salle avec cette photo, qui n'est pas très grande. Et dans cette salle, on va la cuve, tour de moulage, mise des couvercles, pressage, démoulage, lavage des moules, tout ça est dans la même salle. Donc le layout, donc le plan de l'usine est là. Donc les dimensions, c'est 47 pieds par 37 pieds. Donc 14 mètres par, je l'ai coupé là et j'ai pas la référence, mais donc c'est pas une grande salle. On voit ici une cuve et on a gardé la place pour mettre une deuxième cuve le jour où il voudra monter en capacité. Donc une cuve de 3000 litres, une tour de moulage, une dépose des couvercles, des presses qui se remplissent manuellement, on va voir ça, et qui se vident manuellement, avec des convoyeurs qui apportent les moules au plus proche de la presse pour un travail en ergonomie. Et puis, une fois qu'on est pressé, le démoulage, les moules sont envoyés au tunnel de lavage et sont renvoyés directement pour les moules dans la tour de moulage et pour les couvercles dans le dépose-couvercle. Les fromages sont déposés sur un convoyeur et envoyés au saumurage. Donc, on voit que là, on a toute une ligne de moulage dans un espace qui est très réduit, avec 3 formats de fromage différents. En photo, ça donne ça. Donc, on retrouve la cuve qui est ici, l'espace disponible pour la prochaine cuve, la tour de moulage qui est là, donc ici, le dépose de couvercle, les presses, donc avec les opérateurs qui viennent charger et décharger les presses, le démoulage et le tunnel de lavage qu'on voit sur le côté. Étape par étape, le VAT, la cuve de coagulation. Quand on dimensionne une cuve de coagulation, quel que soit le volume de production d'une fromagerie, la première chose qu'on réfléchit, c'est pasteurisation. À quelle vitesse va le pasteurisateur à plaque ou le futur pasteurisateur à plaque. L'autre chose, c'est combien de temps de travail il va y avoir. Ici, c'était 120 minutes. Ça veut dire que à partir du moment où la cuve est remplie jusqu'au moment où on va commencer à vider la cuve, il nous faut 120 minutes pour faire le caillou. Quand je vais dans une fromagerie travailler, ça, c'est la partie en général que je ne touche pas. C'est le savoir-faire du fromager. C'est pas le savoir-faire du fabricant de cuve. On peut aider à améliorer, mais dans une première étude, on ne travaille pas sur cette partie-là. Ou alors j'appelle Adam et il travaille sur la coagulation. Et on veut une vidange de cuve en 30 minutes. Pourquoi? Parce que le pH change, l'humidité change, et en 30 minutes, on estime qu'on aura un cahier qui sera consistant du début jusqu'à la fin du moulage, sans trop gros écarts. Quand on commence à aller au-dessus de 30 minutes, on risque d'avoir des écarts entre début et fin de moulage. Donc, les caractéristiques de cette cuve, c'est qu'elles sont flexibles et simples. Tout est automatisé avec un écran tactile pour préprogrammer des recettes de façon à ce que tout soit automatique, mais aussi pour prendre toutes les étapes en manuel. On a toujours des surprises en fromagerie. S'il faut attendre un peu avant de commencer la découpe parce que la coagulation n'a pas été comme on veut, on peut prendre en manuel la recette et travailler en manuel sur la cuve. Donc, le fromager peut être en complète maîtrise de son travail en cuve. Rendement efficacité élevé. La forme de double haut plus le fond asymétrique conique en bas va nous permettre de gagner beaucoup en rendement par rapport à une cuve horizontale, nous permet de gagner aussi beaucoup en rendement par rapport à une cuve double haut traditionnelle. Il faut savoir que la cuve de Technical est vraiment la cuve, le produit phare pour eux. Ils l'ont mis en parallèle avec d'autres cuves pour comparer les rendements et à chaque fois, ils en sont sortis un peu au-dessus. L'avantage d'une cuve fermée, c'est que on va être capable de laver en CIP, donc on gagne en temps de lavage. On va avoir un chauffage de double paroi, que ce soit avec de l'eau chaude ou à la vapeur détendue, donc pas de contrainte de pression.
et de permis de vaisselle sous pression. Et une très grande maîtrise du chauffage de la cuve, parce qu'on va chauffer le fond et les parois de la cuve. Un pré-soutirage automatisé du sérum avec un filtre. Donc là, chez Technica, ce qu'ils proposent, c'est au fond de la cuve, il y a des sensors qui vont connaître en permanence le volume dans la cuve, la température de la cuve. À partir de là, on va savoir quel volume de cahier on a, quel volume de sérum et où est-ce qu'on en est dans la cuve. Et le bras va descendre juste à la surface du cahier et pas plonger dans le cahier pour pouvoir aspirer le sérum si on veut retirer du sérum avant le moulage. L'avantage, c'est que comme on n'aspire pas dans le cahier, on va générer moins de fines et on augmente le rendement. Nettoyage en CIP, donc gain en main d'œuvre. Et puis, bon, après, des volumes entre 2000 jusqu'à 25 000 litres. Je vous ai montré la ligne complètement automatisée. Il y a des étapes intermédiaires, il y a des choses qui sont possibles de faire intermédiaires pour ne pas aller sur une ligne complète. Et ça, c'est l'avantage de ce type d'équipement. Ce qu'on disait, c'est flexible. Donc, on peut commencer avec certains, continuer avec d'autres et y aller progressivement. La tour de moulage est un équipement qui est clé et qui apporte beaucoup à un fromager et souvent l'équipement qui fait le plus peur à un artisan. On est sur de l'automatisation, mais c'est une méthode sûre et fiable pour réduire les écarts de poids. On va être sur des écarts de poids inférieurs à 2% entre les produits. Donc, on reste sur l'idée, en termes de dimensionnement, on va venir mettre un certain nombre de colonnes dans la tour de moulage. Parce que comment ça marche? Le cahier va venir se déverser au-dessus des colonnes. Vous voyez les colonnes qui sont ici. Et les colonnes vont servir de table de pré-pressage. Donc, on va venir former le fromage au bon diamètre du moule. Donc là, je vous disais, dans cette fromagerie, ils ont 3 formats différents. Donc, les colonnes sont travaillées pour le 3 kg, la tome 3 kg, pour la barre de 2,5 kg. Et ici, pour les tomes qui font 500 grammes, la même entrée, comme ça on reste sur la même dimensionnement de colonnes, qui vont se diviser en 2 pour former 2 fromages. Le fromage est au plus proche de la dimension du moule, donc on va optimiser les hauteurs de moule aussi. On va moins déformer le fromage quand on va venir presser, donc moins de force physique dessus. Et puis le fait d'avoir 2 colonnes bien séparées, le pré-pressage dans ces colonnes-là va être maîtrisé au niveau du fromage et ça ne sera pas le cahier qui sera coupé après. On peut aller à 2-3 coupes minutes. Donc, dans leur cas ici, quand ils font des barres et des 3 kilos, ils font 5 fromages par coupe. Et quand ils font les 500 grammes, ils font 10 fromages par coupe. On va gérer le pré-pressage en fonction du volume de sérum qui sera gardé dans la chambre et de la hauteur de colonne. Donc, si on veut des fromages qui ne sont pas trop pré-pressés, on va aller un peu plus vite. Si on veut des fromages qui sont très pré-pressés, on ira un peu plus doucement, avec moins de sérum. L'autre chose, c'est qu'ici, on a un pré-filtre qui permet, si on veut faire des fromages à ouverture mécanique, on va retirer le plus possible de sérum avant moulage. Comme ça, le cahier sera en contact avec l'air et va faire les ouvertures mécaniques. Si on veut un fromage type Gouda qui soit le plus fermé possible, on va laisser beaucoup de sérum. Le cahier sera toujours submergé par le sérum et on va pouvoir faire un fromage fermé type Gouda. Donc, avec le même équipement, une fois de plus, on vient récupérer de la flexibilité en fonction des différents types de fromages qu'on veut faire. Automatisé, fiable, différents types de fromages, changement de format rapide, on a juste à changer les colonnes et après les moules qui arrivent dessous. Elles sont lavables en CIP, donc on gagne en temps de lavage. Rendement, on réduit très fortement les fines avec un moulage comme ça, puisque tout le cahier va bien dans les colonnes, et on va réduire très fortement les pertes qu'on va laisser au fond d'une cuve d'un vat de pré-pressage ou quand on moule à la main. Donc ça, c'est pour la partie moulage. Après, presse horizontale. Alors pourquoi les presses horizontales? Parce qu'elles sont très faciles ergonomiquement à charger et décharger. Elles permettent de limiter le nombre de cylindres tout en pressant un grand nombre de moules. Donc, on a toujours un cylindre
pour une rangée de moules, de façon à avoir un pressage régulier et homogène au niveau de tous les moules. Et on va presser jusqu'à 20 moules à la fois avec un cylindre. Plusieurs étages, on fait toujours attention à l'ergonomie, ça sera chargé manuellement, et puis on peut les programmer pour avoir un pressage progressif. Sur les moules micro-perforés, on aime bien, et puis même sur tous les moules, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est avoir des pressages qui sont plus progressifs pour éviter de fermer trop vite le fromage et emprisonner l'humidité. On veut donc avoir un pressage étagé. Avec l'automatisation, l'avantage, c'est plutôt que de compter sur l'opérateur pour venir augmenter la pression toutes les 30-40 minutes, on lance la recette. On lance la recette qui est préprogrammée et ça va suivre. L'opérateur n'a pas besoin de s'occuper de son pressage. Il n'y a pas de savoir-faire dans l'augmentation de pression sur un moule en passage. Tunnel de lavage qui va nous permettre une économie d'eau, une économie de produits chimiques grâce au recyclage de l'eau de lavage, garantit une hygiène des moules et va augmenter la durée de vie des moules comparé à un COP. Dans le COP, quand toutes les moules se frappent les uns les autres, on va venir réduire la durée de vie des moules, évidemment. Et le démouleur, on va calibrer le démouleur pour aller à la même vitesse que le moulage. La même machine va venir sortir les couvercles et puis venir sortir les fromages des moules par aspiration et les déposer sur le tapis. On travaille par aspiration, ça évite de souffler de l'air sur le fromage et de risquer de contaminer le fromage avec un air qui va le filtrer. L'autre avantage de travailler par aspiration, c'est qu'on va venir déformer un petit peu le fromage sur le côté et donc le décoller des parois du moule pour un démoulage plus facile et éviter de le déchirer. En image, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, les moules sortent du tunnel de lavage, sont retournés. Là, c'est ce que je vous disais, la filtration du caillé en amont avec plus ou moins de liquide. Et on voit ici qu'ils veulent faire un fromage fermé, donc le caillé est en permanence sous sérum. Et on ne vient pas créer d'ouverture mécanique. Là, c'est le moulage et vous allez voir les fromages pré-pressés descendre dans les moules au bon diamètre et on a très peu de perte d'espace entre le fromage pré-pressé et le diamètre du moule. Donc la force physique qu'on va exercer va mettre moins de stress sur le caillé. On dépose les couvercles. Donc là, on est sur le moule 500 grammes. Ici, les opérateurs sont en train de charger les presses. Donc le monsieur là charge la presse. Et le monsieur qui est ici, qu'on voit rapidement, était en train de décharger les fromages qui sont déjà pressés. On est là sur le démoulage avec les 12 fromages d'un coup et l'aspiration des fromages. Les couvercles arrivent ici et les moules s'en vont. On retourne immédiatement les couvercles dans la démouleuse de façon à ce que les micro-perforations du couvercle ne frottent pas trop sur le tapis et du coup ne s'abîment pas avec le temps. Ici, on enlève les couvercles et ici, pas de mécanisation, tout simplement un espèce de toboggan pour retourner les couvercles directement au lit. Démontage rapide des cups d'aspiration qui permettent de changer sur les mêmes, passer de la barre à la tonne 3 kg au fromage 500 grammes. Et puis les fromages partent au saumurage sur le tapis. Donc ici, quand on vient changer, les changements de format sont très rapides puisque on vient changer les changements de format que au niveau de la dépose couvercle, de la tour de moulage et du démouleur. Et tout est en changement de format rapide sans outil. C'est une belle solution quand on parle en termes de capacité. Donc aujourd'hui, je vous disais, il a qu'un seul watt qui fait 3000 litres. Et donc, il va remplir son watt 3 fois dans la journée, ce qui va lui permettre en 8 heures de faire 3 productions. Si on ouvre sur 16 heures, on va pouvoir monter jusqu'à 12 000 litres par jour en 3 productions. Donc, on remplit le watt, on vient travailler le caillé.
Donc la recette Tom, par exemple, puis après, c'est la recette du petit fromage Trappista, de la barre. Donc à chaque fois, il va changer de format. Vidange avec moulage en tour et remplissage des presses. Le fait d'avoir, alors, changement d'organisation va permettre, on a regardé combien de temps il fallait presser réellement. Souvent, on presse toute la nuit parce que c'est plus pratique. On met tous les moules sous la presse, on s'en va dormir, le lendemain matin, on démoule, on lave, on repart. Là, entre le fait qu'on est passé en moule micro-perforé, entre le fait qu'on travaille sur un programme de pressage, et puis regarder quel est le réel temps nécessaire de pressage, le temps de pressage a été réduit à 2 heures. Et donc, en fait, le principe, c'est quand il vide sa presse, les moules partent directement au démouleur, au tunnel de lavage et sont prêts et vont directement alimenter la tour de moulage quand la deuxième cuve est prête à soutirer. Donc, ils n'ont pas besoin de manipuler. Alors, s'il change de format, il faudra qu'il manipule, mais s'il ne change pas de format, il n'a pas besoin de manipuler les moules entre les deux. Même en changement de format, il utilise ses presses comme stockage de moules propres. Donc, en fait, il garde la même organisation. Ça veut dire qu'il y a un opérateur qui charge la presse avec les moules et le cahier dedans, et un opérateur qui décharge les moules propres des presses sur le format suivant qu'ils vont utiliser. Donc, en permanence, même en tant que changement de format, les moules vont quand même suivre le même process ici. Demain, s'il a besoin de doubler sa capacité, il lui suffit d'un deuxième vat. Il tournera il doublera son temps de pasteurisation et ça lui permettra, une fois qu'il aura fini de remplir le premier vat, il remplira le deuxième vat et il va pouvoir, comme ça, presser tous ses fromages et tourner et doubler sa production juste en ajoutant un vat, puisque tout le reste avait été calibré selon ça. Et tout a été calibré de façon à ce que si vraiment il veut tourner en continu, il va falloir qu'il rajoute 2 autres watts, donc avec 4 watts, il n'arrêtera plus jamais, pendant les 16 heures, il n'aura pas besoin d'arrêter sa pasteurisation. Et il faudra qu'il rajoute de la capacité de pressage, mais la tour de moulage, la dépose couvercle, le tunnel de lavage, le démouleur resteront les mêmes et c'est juste agrandir l'usine pour pouvoir ajouter la capacité de pressage. Donc, on reste sur une idée de flexibilité et d'évolution en fonction du besoin du fromager. Il n'a pas besoin d'avoir une énorme capacité tout de suite maintenant, mais il veut pouvoir l'avoir dans 2, 5, 10 ans. Le résultat, 2 personnes en production au lieu de 15 avant, 2 fromagers. Il y en a un qui surveille ses cuves en permanence, sa cuve et la tour de moulage en permanence, et il y en a un qui gère les presses, remplissage, vidange. Quand c'est les petits moules, il faut 2 personnes au niveau des presses parce que ça va plus vite. Quand c'est les gros moules, 1 personne suffit. Déviation de poids inférieure à 2%. Avant, ils étaient à 12% avec remplissage manuel. Ils sont passés inférieurs à 2%. Ils ont la capacité de vendre un poids fixe. En qualité, ils ont gagné en humidité, l'humidité plus constante. Les fromages sont beaucoup plus réguliers parce qu'on est passé de coton à fromage à moule micro-perforé, donc la forme est toujours parfaite. Et donc, une humidité constante, des fromages plus réguliers nous donne un affinage plus régulier à la fin. Le résultat, World Cheese Award, ils ont gagné 2 argents, 3 bronzes en 2021. En 2019, 2 argents, 2 bronzes. En 2018, un super gold, un gold et un silver. Donc, il a gardé sa typicité de fromage artisanaux. Il a gardé ses goûts précis. L'autre chose, c'est qu'il a gagné tellement en capacité que quand le Covid est arrivé et que les fermiers ont eu trop de lait, il a créé une association pour récupérer le lait des fermiers qui n'arrivaient plus à le vendre aux grandes compagnies. Et ils ont fabriqué un fromage du jour au lendemain dans son usine. Et ils ont eu la capacité de faire ça pour pouvoir vendre directement des fromages faits par ces laits de fermiers et éviter que les fermiers perdent trop d'argent en jetant leur lait. Donc, beaucoup de flexibilité. Maintenant, si on parle finance. Donc, la capacité actuelle, ils ont une capacité de 12 000 litres par jour. L'investissement, alors, j'ai remis à jour au prix en 2022, mais les moules, donc les 3 jeux de moules, pour les tomes,
pour donc les 500 grammes, pour les 3 kilos et pour les barres. Il y en a eu pour un peu moins de 100 000 dollars. Il y en a pour un peu moins de 100 000 dollars. Pour l'équipement, tout inclus. Donc, la cuve, la tour de moulage, les 3 presses, un démouleur, une dépose de couvercle et tunnel de lavage, il y en a eu à peu près pour 1 million. Donc, on parle d'un investissement de 1,1 million de dollars US. Je ne vais pas passer en dollars canadiens. On parle de dollars US ici. En termes d'économie, il a économisé 10 personnes. Il était à 15, il est passé à 2. Une fois, un autre de temps en temps, on va arrondir à 10 personnes. Ça lui fait économiser 500 000 dollars US par an. Les pertes, toutes les fines, dues au moulage, toutes les pertes dans ces cuves, il économise 500 000 par an. L'augmentation de rendement, parce que la cuve de moulage est la cuve est plus efficace et il garde plus dans son cahier, il économise 30 000. La déviation de poids, il est à 300 000. Donc, en résumé, il a économisé 780 000 dollars US en un an. Donc, son retour sur investissement s'est fait en moins de 2 ans. Donc ça, c'est pour vous montrer que on peut rester artisanal, on peut investir sans forcément se ruiner et avoir des retours sur investissement qui sont pas sur 10 ans. Et une fois de plus, ça, c'est la ligne complètement automatisée et on peut mettre des étapes intermédiaires entre les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Amélie. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vais laisser le temps aux gens d'y penser et de formuler leurs questions. Pendant ce temps-là, Amélie, est-ce qu'ils ont remarqué un meilleur rendement, tout ça, au niveau du gain d'humidité? Est-ce qu'il y avait aussi moins de pertes dans le lactosérum nécessairement parce que les fines il y a moins de fines? Est-ce qu'il y a seulement moins de fines ou tu as incorporé aussi un système de récupération des fines avec le procédé? Seulement moins de fines. Seulement moins de fines, Là, pas besoin de ils ont, récupérateur, oui. après, c'est toujours bien d'en avoir, mais au final, il y a beaucoup, beaucoup moins de fines. Avec la tour de moulage, on réduit énormément les fines. Parfait. Et puis, au niveau de ta mouleuse, c'est rapide le changement. Tu as mentionné on peut passer d'un format à l'autre. J'imagine que faut nécessairement que tu inclues une étape de lavage aussi au moment du changement de format. Pas On parle de forcément. combien de temps en tout On là, parle hors lavage, on parle de 10-15 minutes de changement de format sur les plus. Mais après, certains lavent pas entre deux formats. Quand le cahier, c'est juste des changements de. Il n'y a pas de culture d'affinage dedans type pénicillium, ils peuvent être amenés à ne pas laver. Dans son cas, il met beaucoup d'herbe ou il fait de la croûte fleurie ou croûte naturelle, donc ces cultures d'affinage ne sont pas forcément gênantes. 10 minutes, on change le format. OK. Puis c'est tout automatisé, il n'y a pas de. Parce que il n'y a pas de manipulation, c'est pour ça qu'il se permet de ne pas laver, il est capable On change les colonnes, donc les colonnes sont retirées manuellement. Donc OK. c'est les grosses colonnes, donc il faut retirer les colonnes manuellement, déposer les nouvelles. Et puis en dessous de la tour, il y a ce qu'on appelle les formeurs qui a changé. Donc on ouvre la tour, on change ces formeurs, on met les nouveaux, on referme la tour et c'est fini. À partir du moment où tout est propre avant et que l'opérateur est propre, le changement, Pourrait se permettre de ne pas laver. Oui, OK. c'est ça. OK, on a une question dans le chat. Ce nouveau système demande probablement plus d'énergie et peut-être une plus grande consommation d'eau avec le tunnel de lavage. Est-ce que ces données ont été comptabilisées sur le retour sur l'investissement? Alors, on n'a pas comptabilisé dans le retour sur investissement. Plus d'énergie, je suis pas sûre. Alors, plus d'énergie, oui, peut-être parce qu'effectivement, un moulage manuel demande zéro électricité, un démoulage manuel demande zéro électricité, donc il y a un peu plus d'énergie là. Mais une cuve fermée double haut telle que présentée va être un énorme gain d'énergie par rapport à une cuve ouverte telle que qui ne chauffe que sur le dessous.
Là, il y a un très gros gain d'énergie. En termes d'eau et de produits chimiques, un tunnel de lavage va permettre de réduire très fortement la consommation d'eau et de produits chimiques dans une usine. Pour la simple et unique raison qu'on régénère l'eau énormément. Ça veut dire qu'on va limiter le rinçage autant que possible. On va venir prélaver avec de l'eau les moules, mais on a un tank d'eau. Donc, on va venir sprayer les moules au moment où ils rentrent pour enlever le gros des morceaux de fromage, du sérum, etc. Et ce tank sera celui qui va s'encrasser le plus et est rempli par l'eau de rinçage final du tunnel. Donc, on vient utiliser l'eau de rinçage final pour remplir ce tank. Et après, on passe à l'étape de lavage. Mais comme les moules ont été pré-lavés avant, on va beaucoup moins encrasser la solution de lavage, qui est pareil, récupérée. Donc, on a un système de dosage et de gestion de température dans le tank de lavage. Et l'eau tourne en recirculation avec apport d'eau fraîche pour remonter, garder le niveau constant, parce qu'il y a toujours des transferts d'eau, mais on reste en recirculation, ce qui permet de réduire très fortement les consommations d'eau et les consommations de produits chimiques. Le dosage de produits chimiques est automatisé, ça permet d'avoir un dosage précis et de ne pas avoir un opérateur qui va un peu vite et qui en met plus juste par sécurité. On peut rajouter une section de pré-rinçage qui va permettre d'enlever le gros des produits chimiques avec, pareil, de l'eau recyclée sur elle-même et un rinçage final qui sera l'eau fraîche d'usine, mais du coup qu'on va pouvoir réduire fortement puisque tout aura été bien pré-rincé avant. Et donc, on va être juste sur un rideau d'eau qui sera assez limité et qui sera la seule consommation d'eau du tunnel de lavage. Parfait. Merci, Amélie. On a une autre question. Est-ce possible d'avoir plus d'explications sur les avantages de la cuve Technical WO en parlant justement du fond qui n'était pas égal? Donc, peut-être nous donner un petit peu plus Oui. de détails à ce sujet-là. Merci. Alors ici, donc la cuve Technical. Très simplement, alors, elle a pas mal d'avantages. Donc, on est sur un fond conique asymétrique. Donc, on vient déverser, donc on est double haut avec deux cônes, mais le cône d'un côté va venir déverser dans le cône, de gauche va venir déverser dans le cône de droite, ce qui va nous permettre d'avoir qu'une seule sortie pour vidanger la cuve. L'intérêt d'avoir qu'une seule sortie pour vidanger la cuve, c'est que déjà, on la vidange beaucoup mieux. Comme on vient tout déverser au même endroit, on passe pas autant de temps avec un tuyau d'arrosage à aller chercher les grains de caillé qui se sont répartis un peu partout dans le fond. On n'a qu'une seule sortie, donc en sortie de cuve, on n'a pas de compétition avec les deux sorties, et donc on a un mélange caillé-sérum qui est beaucoup plus homogène. Donc ça, c'est l'avantage de ce double fond conique, avec un système développé pour que, je sais que tout le monde râle sur les cuves WO parce qu'on connaît celle des années 80, où on vient casser en permanence la soudure à la jonction des deux hauts. Ici, Technical a travaillé très fort pour que ça n'arrive pas et a trouvé des solutions techniques pour que ça n'arrive pas. Ça reste assez protégé comme solution, mais ils n'ont aucune crainte de garantir cette cuve et si jamais ça craque, ils viendront la réparer. Ils sont très confiants sur cette zone-là. L'autre avantage d'une cuve WO, c'est le rapport surface-volume qui va permettre d'avoir un cahier beaucoup plus homogène et d'avoir, par rapport à une cuve horizontale, beaucoup moins le poids du cahier sur une zone très restreinte, mais qui va changer un peu la coagulation, qui va pré-presser un peu aussi le cahier si ce n'est pas assez agité. Ici, on a beaucoup moins ce phénomène-là. Double shafts qui sont synchronisés de façon à ce que jamais les couteaux se touchent. Et sur ces couteaux, on le voit pas forcément sur cette image-là, mais ici, il y a un trou d'homme qui a la largeur au moins du couteau. Ce qui veut dire que s'il y a de la maintenance à faire, il suffit de venir démonter l'outil complète, sortir l'outil pour pouvoir souder, aiguiser à l'extérieur et on n'a plus de soudeurs qui viennent à l'intérieur. Les lames sont profilées, ça nous donne aussi l'opportunité, il y a un système d'attache de lames qui fait qu'on peut sortir les lames une à une. Donc s'il n'y a qu'une seule lame à changer, il n'y a pas besoin de modifier tout
l'outillage. On peut juste aller chercher une lame. Et ça donne l'opportunité d'avoir des lames qui sont beaucoup, beaucoup plus profilées parce qu'en fait, elles ne sont pas soudées à la frame, mais elles sont attachées par un système de barres. Système d'agitation qui est travaillé en fonction du type de fromage qui va être produit, de façon à être sûr d'avoir un système homogène, d'agitation homogène et au moment du moulage, d'avoir la même quantité de sérum écaillé quasiment tout au long du moulage. Et pas de grosses différences entre début, milieu et fin de cuve. Rapidement, voilà tous les avantages de la cuticale. Je pourrais y passer 1 heure complète dessus. Donc, OK, merci, Amélie. Moi, j'ai une autre question. Sachant que le moulage est un point critique au niveau de la performance, le calcul de ratio grain et lactosérum. J'aurais 2 éléments, justement, les variations au niveau du début et fin moulage qui souvent sont assez critiques. Là. C'est là qu'on va voir peut-être de la moins bonne uniformité. Comment c'est géré pour essayer de pallier à cet élément-là. Puis aussi le fait d'automatiser ou de rendre, parce que des fois, le fromager, il faut vraiment qu'il soit collé là pour être sûr que son ratio grain et liquide soit homogène. Donc, peut-être juste un petit peu plus de détails au niveau de ce point-là critique, là, le moulage, pour améliorer l'uniformité. alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que quand on a l'opportunité de faire toute la ligne et que la salle le permet, on va faire une passerelle à la même hauteur des cuves et de la tour, de façon à ce que le fromager ne descende pas et ne monte pas en permanence et rapidement puisse faire les allers-retours entre les cuves et la tour. On veut que le fromager puisse gérer sa cuve, puisse gérer la tour et aller changer les paramètres en fonction de ça. Ça, c'est le côté pratique. On le voit ici, la cuve est là, la tour est là. Sur la tour, on a ici, on va plutôt aller chercher le schéma, ça se lit un peu mieux. On a ici un pré-filtre de sérum avec une vanne qui va permettre de soutirer plus ou moins de sérum avant que ça arrive dans les colonnes. Donc, début de moulage, on a beaucoup de sérum. L'opérateur on le voit ici, il a son panneau de contrôle qui est juste là, avec un petit système, un potentiomètre très simple, qui va lui permettre de mouler plus ou moins vite et de soutirer plus ou moins de sérum dans cette partie-là. Ce qui fait qu'en fonction de comment est sa cuve, en fonction de comment ça marche, alors, il y en a qui, une fois que c'est calé, ça bouge jamais, et quand on tourne en continu, c'est au démarrage le matin, à l'arrêt le soir, et après, comme on envoie les cuves les unes derrière les autres, ça change pas. Quand on est sur une cuve par une cuve comme ça, le début de sa cuve, il vient au-dessus de sa cuve, le panneau de contrôle est juste à côté, et il vient gérer la quantité de sérum qui arrive dans ces colonnes, et il vient gérer sa quantité de cahiers. Il peut temporiser un peu les découpes, il peut augmenter ou réduire un peu la quantité de cahiers. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Puis selon toi, est-ce que c'est possible d'automatiser ça ou il faut vraiment que le fromager soit constamment à l'affût? C'est possible d'automatiser ça. Par contre, il faut être très constant quand on l'automatise. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit sûr au niveau des cuves, qu'il n'y ait pas beaucoup de variations. On va venir rajouter des outils de mesure pour regarder la quantité de cahiers, la quantité de sérum dedans. Donc, on le fait beaucoup sur les grosses usines. C'est vrai que côté artisan, j'aurais tendance à dire, même de toute façon, si on enlève cette capacité au fromager, il y aura un problème d'adoption de l'équipement. Malheureusement, si c'est quelque chose, faire confiance 100% à l'électronique sans avoir la main dessus, c'est toujours un peu compliqué, les cahiers changent, etc. Mais on sait faire. OK. On a une question. Quel est le volume de pré-soutirage ou le pourcentage qu'il est possible de pré-soutirer? Jusqu'à 70-75% du sérum. Parfait. Écoute, je ne vois pas de questions.
Petite question rapide. Selon toi, Amélie, c'est quoi le maximum de temps de moulage qu'il ne faut pas dépasser? Parce qu'on sait que le cahier continue de changer, puis il faut gérer le moulage en fonction de ça, là. Combien, dans un monde idéal, à combien il Nous, faudrait être là, de temps de moulage? on recommande 30-35 minutes maximum. Parfait. Après, j'ai des clients qui le font en 1 heure Hmm. sur des tours de moulage, mais ils ont testé sur leur fromage, ça leur pose pas de problème et ils me demandent de mouler en 1 heure. Mais en général, nous, on part toujours sur une base de maximum 30-35 minutes. Ah, avez-vous des catalogues disponibles avec les produits, équipements disponibles? Non. Non, parce que, alors je vais répondre tout simplement, parce que si je fais des catalogues, on vient ici, on a des solutions, mais les solutions, elles doivent être adaptées à chaque fromager, à chaque type de fromage, à chaque texture de fromage. Est-ce qu'il y aura des ouvertures mécaniques? Est-ce qu'il n'y a pas d'ouverture mécanique? Quelle place il y a dans l'atelier? Quel type de moules vont être utilisés? Donc, quand on est sur des catalogues, on va représenter 2% de ce qu'on va être capable de faire sans avoir, et le seul moyen de travailler proprement pour nous et d'avoir une bonne solution, c'est déjà d'écouter le fromager pour savoir quels sont ses besoins. Je vous ai montré ici la ligne toute automatisée. Il y a la solution aussi où la madame ou monsieur, l'opérateur, vient charger les moules vides et décharger à la main en sortie de tour de moulage parce qu'il n'y a pas la place. Il y a plein d'autres, enfin, plein d'adaptations qui peuvent être faites un peu dans tous les sens en fonction du type de fromage, en fonction de la place, etc. Donc, les catalogues, pour nous, c'est très compliqué. Parfait. Je te laisse continuer, Amélie, il n'y a pas d'autres questions. Donc là, on vient de voir la pâte pressée. En pâte molle, on a eu beaucoup de demandes de clients pour pouvoir mouler de la pâte molle facile, sans aller sur les lignes complètement automatisées type Tecnal, Alpmar, qui sont les grandes chaînes bassines, qui demandent beaucoup d'espace et qui demandent de grandes capacités. Donc, dans ce cas-là, c'est Adam et moi qui avons travaillé avec un fromager de feta de chèvre au Canada sur une solution dans son cas. Donc, même principe, je vous explique un peu comment était sa production avant. Lait de chèvre, lait de brebis, production limitée, surtout qu'il était en lancement de produit, ça veut dire qu'il pensait que la feta allait marcher, mais il n'avait pas encore le marché ouvert devant lui. Sa pasteurisation pouvait aller à 3000 litres à l'heure. Il avait un vat de 2000 litres à l'heure et il emballait des feta sous vide de 4 pouces par 4 pouces sur 1 pouce. Donc, le classique feta. Son temps d'égouttage, c'était toute la nuit aussi. Et sa grosse contrainte, c'était un lancement. Son gros de production n'était pas du tout ce type de fromage. Il me dit, moi, je peux dédier une personne, peut-être 2 à cette production, mais pas plus. Il ne faut pas me faire une solution qui va me demander 15 personnes. La façon dont il travaillait quand il a lancé son produit, c'est, on le voit ici sur la photo, un vat ouvert carré, type comme ce précédent qu'on a vu, une table d'égouttage, des moules inox cheddar avec des cotons à fromage. Donc, il venait remplir les moules inox avec ses cotons à fromage de cahier avec un seau, tout simplement. Il prenait son seau, puis il remplissait un à un. Il venait retourner, mettre son couvercle et il retournait ses fromages toutes les X, je sais plus, mais c'est toutes les heures à l'intérieur pour pouvoir avoir un fromage à peu près homogène. Il démoulait, il coupait son fromage pour que ça rentre dans des seaux de 20 litres avec de la saumure. Et puis après, il redécoupait au format final pour pouvoir emballer sous vide. Ces défis, coût de la main-d'œuvre, il fallait qu'il soit rentable avec ce produit-là. Des pertes, parce que vous imaginez qu'un coton, enfin, au seau, on en laisse toujours au fond. Un coton à fromage fait des formes particulières. Il a 2 étapes de découpe pour faire entrer dans les différents équipements, beaucoup d'irrégularités, et il ne pouvait pas vendre à poids fixe. Dans son cas, il n'était pas prêt à une solution tout de suite. 100%, on change tout et on y va d'un coup. Il voulait vraiment y aller étape par étape. Donc, la première étape qu'on a travaillé avec lui, ça a été des moules rectangulaires
qui allaient éviter l'étape de découpe avant de mettre en saumurage, avec des réhausses et un distributeur de cailloux. Assez classique, mais on passe du moule inox cheddar coton fromage à un moule feta avec une réhausse pour pouvoir mouler plus haut et un distributeur de cailloux. Comme ça, avec son seau, il vient mouler 10 moules en même temps. Il empile ses moules sur une base de drainage avec une base d'égouttage qui va permettre d'empiler il empile sur 8. Donc, il gagne de l'espace plutôt que d'avoir les moules étalés sur sa table d'égouttage. Une ergonomie de travail et puis une récupération du sérum qui évite de mettre du sérum partout au sol pendant qu'on travaille. Et un retourneur, donc là vous voyez son opérateur qui était le seul fromager qui travaillait dans cet atelier-là, qui met la pile sur le retourneur et qui permet de retourner la pile complète de moule en 30 secondes. Donc on a éliminé la partie physique du travail de retourne, on a augmenté la rapidité de moulage des fromages. L'opérateur était en pré-retraite, il est parti en retraite 1 an plus tard. Donc, autant vous dire que qu'il commençait à avoir du mal à soulever les moules et à tout porter. L'avantage de la retourne, ça lui a permis aussi de pouvoir retourner de façon beaucoup plus régulière en fonction du besoin du fromage et non en fonction de quand est-ce qu'il avait le temps, puisque comme ça prend 30 secondes à retourner, il met la pile, il la retourne, il la sort. Donc là-dessus, ils ont gagné en régularité du fromage final, en vitesse d'égouttage, et puis ils peuvent maintenant adapter leur retourne en fonction du fromage, de la matière grasse, de la saisonnalité, etc. Et non de la disponibilité de la main-d'œuvre. Une fois qu'il a fait ça, qu'il a validé que son fromage était comme il voulait et que les volumes ont commencé à pousser un peu plus. Alors, en image, ça c'était avant. C'était toujours à ce moment-là, donc il était toujours avec son seau à remplir les moules avec le distributeur de cahier. On est passé d'un seau à une passoire de façon à pré-égoutter un peu le cahier avant. Il moulait dans ses moules, le retourneur, et vous voyez le fromage en saumurage qui a une forme parfaite. C'est beaucoup plus simple de régler les poids parce que tous les poids étaient les mêmes. Et puis, comme il n'y a plus de coton à fromage, on est sur des bords droits. Donc, la découpe finale pour la mise en emballage aura moins de pertes. L'étape suivante, une fois qu'il a été convaincu de cette partie-là, il est passé à l'étape suivante pour gagner en efficacité. Donc là, on a travaillé sur 3 équipements. Donc, des bassines de coagulation de 220 litres. Donc, au lieu d'être sur un bassin de 2000 litres, on est passé à des bassins de 220 litres. Plus petit bassin, une fois de plus, meilleure maîtrise de nos traitements, meilleure maîtrise de nos volumes, meilleure maîtrise du produit, des tranches cahiers adaptées à la pâte molle et un système de moulage par bascule des bassines. Ce qui nous permet d'avoir, alors dans leur cas, les moules sont gros, donc une bassine égale un moule. Dans d'autres cas, dans d'autres fromageries, une bassine égale 3 moules. Mais ce qu'on veut, c'est qu'une bassine égale toujours le même nombre de moules. Et on va venir remplir plus ou moins la bassine en fonction de la composition du lait. En hiver, il est très riche, il y aura moins de lait. En été, il est beaucoup plus pauvre. On va pouvoir rajouter du litrage dans la bassine de façon à toujours faire le même poids de fromage, puisqu'on va répartir toujours on va mouler toujours le même nombre de fromages avec le volume défini. En image, donc il a changé sa cuve ouverte par une cuve, par une cuve toute simple avec un agitateur, puisque sortie pasteurisation, il vient remplir son lait ici et il vient faire une prématuration. Donc mettre ses ferments d'acidification. Il attend 45 minutes et ensuite transfère, vous voyez ici, dans les bassines avec la présure, de façon à faire la coagulation en bassine. Comme ici, il n'y a pas de coagulation, on n'a pas besoin d'une cuve technique. On a juste besoin d'une cuve avec un simple agitateur pour mélanger quand on rajoute les cultures. Et c'est tout. Donc, on arrive sur une cuve qui coûte déjà beaucoup, beaucoup moins cher. Et là, dans son cas, c'était même une cuve qu'il avait déjà
dans son parc à ferraille qu'il a remis en état. On voit ici, une fois que c'est rempli, on vient installer les bassines tout de suite derrière, de façon à ne plus avoir à bouger les bassines pendant toute la coagulation, parce qu'on ne veut pas feuilleter le cahier. Une fois que la coagulation est faite, on va venir découper. Comme on est en 220 litres, on est sur des volumes plus petits, on va mettre un peu plus de temps à remplir et on sait qu'on va mettre à peu près 3 minutes par bassine à mouler. Donc, on va pouvoir coaguler toutes les 3 minutes, couper toutes les 3 minutes et faire des agitations intermédiaires comme on veut, de façon à avoir des plus petits volumes et de ne pas se retrouver avec 2000 litres à mouler d'un coup et à être pris par le temps. Et on voit ici un moulage sans pompe, juste par déversement, qui va permettre de préserver la qualité du grain de caillé. Donc, une fois qu'il est parti là-dessus, sa question a été, mais bon, ça marche avec 10 bassines pour me faire, parce que son tank de 3000 litres permettait de faire 10 bassines, tout en gardant des temps réguliers de moulage. On reste persuadé qu'il ne faut pas mouler, même si la coagulation est un peu, l'emprésurage est un peu espacé, il faut que tout soit fait dans les 30 minutes, 35 minutes, pareil, puisque on a mis les ferments d'un coup dans la cuve. Il ne faut pas qu'on espace trop. Donc, on est parti sur 10 bassines. Il dit, et après, comment on augmente la capacité? Mais tout simplement, déjà, en faisant plusieurs watts par jour. Donc, 1 watt, 2 watts, 3 watts. 3 watts, on arrive déjà à 6600 litres par jour, tandis qu'avant, il était à 2000 litres par jour. Après, en rajoutant un jeu de bassines. On était sur 10 bassines. Si on met 20 bassines, en fait, ça nous permet d'anticiper le démarrage du deuxième watt, de façon à pouvoir mettre en coagulation et mouler en fonction des bassines. Donc, on a le premier set de bassines qui est en train de coaguler pendant qu'on est en train de remplir le deuxième set de bassines, tout simplement. Qui est là. On est en train de mouler pendant qu'on a remplir le deuxième set de bassines. Donc, ça permet de rapprocher le temps entre chaque watt. Et là, on arrive à 8800 litres par jour, par 8 heures. Et puis, même principe que ce qu'on a vu dans le cas précédent, si on rajoute des watts d'acidification, donc on est toujours sur des watts qui font à peu près 2200 litres, et ben, le temps de remplissage du watt, acidification et vidange, donc on va remplir, une fois qu'on a fini de remplir le premier watt, on remplit le deuxième watt, une fois qu'on a fini de remplir le deuxième watt, on remplit le troisième watt, et au moment où on a fini de remplir le troisième watt, le premier est vide et pourra être rempli. Donc on n'arrête plus la pasteurisation, on tourne en continu, on a besoin de 3 sets de bassines pour pouvoir faire la coagulation et le moulage quasiment en continu aussi. Et là, en 8 heures, on va passer à quasiment 20 000 litres par jour. Donc, typiquement avec ce client, il a commencé avec 10 bassines. Il est passé aujourd'hui 10 bassines, 10 moules, parce qu'il a quand même tout l'égouttage qui est un peu plus long. Il a mis 20 moules pour pouvoir, il a racheté 10 moules pour pouvoir ensuite faire des watts, plusieurs watts dans la même journée. Et puis là, il est en train de regarder pour acheter plus de bassines parce que les ventes marchent et qu'il veut augmenter sa capacité. Les résultats, en termes de main-d'œuvre, comme je vous disais, un opérateur pour la ligne complète. Pour aller un peu plus vite, il appelle de temps en temps son collègue au moment du moulage parce que ça lui permet d'aller un peu plus vite au moulage, mais il pourrait le faire lui-même. Une déviation de poids qui est... Ouh, j'ai pas changé toutes les données. J'ai fait ça un peu vite. Une déviation de poids qui est plus importante que 2%, mais qui est beaucoup plus facile à gérer puisqu'on va gérer le volume de lait par bassine pour donner un certain nombre de fromages fixes tout le temps. Donc, si les fromages commencent à baisser un peu en poids, on va venir ajouter du lait le lendemain. Ça lui permet de faire une vente au poids fixe. Qualité, humidité constante. Dans son cas, en plus, il avait une feta qui était un peu trop sèche parce que dans un bac ouvert où on va faire beaucoup d'agitation, il venait beaucoup trop égoutter son cahier. Maintenant, avec le système de bassine, il a gagné quelques points d'humidité pour avoir une qualité telle qu'il la voulait. Des fromages plus réguliers en aspect. Et en récompense, il a gagné le prix de la meilleure feta à l'American Cheese Society cette année, même, tandis que l'installation a été faite l'été dernier. Donc, il s'est très vite adapté à ce nouveau process. Et en investissement, l'étape 1,
qui a été juste les moules et le retourneur, il en a eu pour 65 000 $ canadiens. Et pour ajouter les bassines, le système de moulage et des moules supplémentaires, il en a eu pour 50 000 $ canadiens. Donc aujourd'hui, en un an, il a investi 115 000 et ça lui permet d'assurer 8 800 litres de feta par jour. Voilà rapidement. Alors là, on n'a pas tout l'aspect financier de rendement derrière, puisqu'il n'a pas tout partagé en termes de rendement dans son cas, mais une solution pour la pâte molle. On a fait la même chose sur des triples crèmes dernièrement, donc qui marche sur tout ce qui est pâte molle. Oui, effectivement, c'est le gelette. Dans le fond, c'est une solution feta, mais ça s'adapte très bien à n'importe quelle pâte molle. Tout à fait. C'est tellement bien expliqué que j'ai pas de questions pour ma part. C'est rare que je réussisse pas à trouver une question, là, mais là, j'en ai pas. C'est trop bien fait. Puis je vois pas de questions dans le chat. On peut peut-être laisser un peu de temps là, parce que d'habitude, on laisse le temps aux gens d'écrire un petit peu, là, mais sincèrement, très intéressant, cette solution-là. C'est une belle adaptation. Puis côté espace, est-ce que ça rentrait bien dans l'espace qu'il avait initialement ou ça a demandé beaucoup plus d'espace? Alors initialement, on voit ici en fait une vue de dessus de tout son atelier. Donc sachant que ici c'est l'atelier où il produisait du cheddar. Tout ce qui est après cette ligne-là, ça n'a plus rien à voir avec notre installation, je précise. Donc, son espace, c'est rentré dedans sans problème. Il a encore un peu d'espace pour agrandir. Le démouleur n'est pas sur roue, mais toutes les bassines sont sur roue. On a vu les bases de drainage sont mobiles. Donc, en fait, une fois qu'il a fini le moulage, il peut pousser les bassines. Il a aligné ici ses moules en égouttage pour les laisser goûter toute la nuit. Il a son retourneur qui est là et on vient gagner beaucoup de place par rapport à ce qu'il faisait auparavant. L'autre chose que je voulais préciser, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'énergie. Là, on est sur des machines qui sont très, très simples. On a voulu faire de la machine pour des petites fromageries qui veulent évoluer dans le temps. Que ce soit le retourneur ou le déverseur, on n'est que à l'air comprimé. Il n'y a pas d'électricité nécessaire. Un compresseur, tout le monde en a un, c'est assez facile à avoir et il n'a pas eu besoin dans son usine c'était pas le cas, mais il n'a pas besoin d'augmenter ses capacités électriques pour pouvoir tourner là-dessus. Pas d'automatisation. Donc, en termes de maintenance, c'est facile et accessible à tous. On a voulu vraiment rester très, très simple. Au niveau du retourneur, Amélie, est-ce que c'est un système qui permet de... Parce que souvent, on va avoir peur que les fromages du dessus égouttent sur ceux du dessous, là. Est-ce que c'est un retourneur qui a des plaques entre les rangées ou je sais que tu peux retourner facilement les piles, là, ça pallie à ça un peu, mais en détail un petit peu, est-ce que on Alors, peut... dans le cas ici de la feta, moi, je fais toujours des moules sans perforation au fond. Mhm. Donc ici, dans ces moules de feta, c'est des moules avec fond. Donc, il n'y a pas besoin de plateau d'égouttage intermédiaire. Et puis il y a des canaux de drainage qui vont venir pousser le sérum sur le côté et l'égouttage fait sur le côté. Donc, les Mhm. fromages du dessus n'égouttent pas sur le fromage du dessous. Ça, c'est quand on est sur des moules avec fond. Ça marche aussi avec des moules sans fond et des plateaux double face. Et c'est le dessin du plateau d'égouttage qui va permettre de drainer le sérum sur le côté et surtout pas sur le fromage du dessous. On Mhm. veut éviter à tout prix que ça goûte sur le fromage du dessous. Donc ça sera fait au niveau de la pile et pas au niveau du retourneur. Parfait. C'est les moules et les plateaux. Écoute, je vois toujours pas de questions. Je pense que les gens ont très bien compris aussi ce cas de figure-là. Là. C'est un beau système. C'est très bien. Une belle adaptation que vous avez fait. Ce que je voulais rajouter, dans ces deux cas, l'adaptation a toujours été faite dans l'idée de laisser au fromager la main sur son savoir-faire, qui est le travail en cuve.
qui est quand même clé au niveau de tout type de fromage. Et ça libère aussi beaucoup de temps en cave pour le savoir-faire en cave. En cave, on vient, pas dans le cas de la feta, mais dans les autres fromages, du frotté, etc. Mais c'est pareil, en cave, l'affinage est clé, la surveillance du fromage est clé, mais il y a pas mal de petites solutions pour améliorer la qualité de travail des opérateurs, pour améliorer la qualité, par exemple, de frottage des fromages de façon compacte, qui s'adapte sur des petites installations, sur des petites caves d'affinage. Et l'objectif étant que le fromager voit ses fromages, mais ne se fatigue pas avec une brosse et perdre son coude au bout de 5 ans. Est-ce que c'est des équipements technicals aussi, Amélie, le système de pâte molle? Est-ce que c'est... Non, ça non, c'est Fromagex. c'est Fromagex pur. C'est pur et dur Fromagex. C'est en fait, alors la flipping, le retourneur existe déjà depuis quelques années. Le déverseur est quelque chose qu'on a développé en fait pour ce client-là. Ça faisait longtemps que je l'avais en tête parce que moi je travaillais pas avec ce type de déverseur, mais je les avais vus, mais ils étaient très très chers, ils étaient très très gros et demandaient beaucoup de place. Nous, on avait déjà tous nos artisans avec ces bassines-là, et donc la réflexion a été de faire quelque chose de simple pour les bassines déjà en place. Donc tous nos artisans qui ont déjà acheté ces bassines-là pourront à terme avoir le déverseur sans avoir à changer les bassines. Donc c'est pour ça qu'on est pur Fromagex. Parfait. Je vois toujours pas de questions. Bon, on serait rendu au mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Amélie. En fait, je vais vous annoncer les prochaines causeries. À la mi-octobre, nous allons avoir une causerie de Michel Breton qui va faire une petite introduction à la formation qui va avoir lieu la semaine suivante. Donc, construire la matrice fromagère entre performance et qualité. On va parler de minéralisation et ce qui est associé. C'est Michel Breton et Yves Pouliot aussi. On va avoir une causerie à deux intervenants. Qui ont des années et des années d'expérience dans le domaine et qui vont nous partager leur savoir-faire. C'est une prévue de nos formations qu'on a cette année, que je vous suggère fortement d'aller consulter sur notre site. On va avoir plus de détails sur les contenus incessamment. Donc, ça, c'est celle du mois d'octobre. Et au mois de novembre, Amélie, si tu veux passer à la prochaine diapo, on va parler de bioaérosol, un sujet qu'on sous-estime souvent, mais ce sont des éléments très importants en fromagerie. On va avoir plus des cas pratiques sur les fermes laitières, mais sachez qu'en fromagerie, ce sont les mêmes aérosols. On va apprendre quand même beaucoup sur la physique des poids, des échanges, comment les poussières et les micro-organismes se déplacent dans l'air. Donc, on va avoir un cas pratique aussi au niveau de la ferme laitière. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ça va sûrement être très intéressant. Madame Duchesne est quand même très réputée dans le domaine aussi. Donc, ça va être, c'est ce qui s'en vient au niveau de nos causeries. Donc, je vous fais remarquer que nous avons les liens pour pouvoir s'inscrire à nos activités dans la boîte de chat et aussi sur notre site Internet. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence. Et puis, je remercie encore une fois Amélie et Adam d'avoir passé du temps pour nous expliquer ces deux beaux cas très intéressants. Donc, je vous salue tous. Merci. Merci.